Donc voilà un petit tour d'horizon du verger sauvage qu'est la fruticée, en bordure forestière ou en bordure de clairière. Et en fait, ça comprend donc la majorité des espèces comestibles ou des espèces à baies qui partagent la génétique de nos espèces cultivées. Donc le prunelier, le cynorrhodon, l'aubépine, la viorne lantane, la viorne aubier sont nos fruitiers dans les espèces pérennes chez nous. Donc elles apparaissent dans toutes les fruticées et les bordures forestières. Donc toutes ces baies-là sont en fait des espèces pionnières en France, particulièrement dans l'espace subméditerranéen, c'est-à-dire au-dessus de la Méditerranée. Et elles sont pour la plupart en fait nos ancêtres des variétés cultivées que l'on met dans les vergers. D'où l'intérêt vraiment d'essayer de comprendre leur biotope de référence pour pouvoir au mieux donc les réintégrer elles-mêmes dans nos vergers. Ça attirera donc les auxiliaires, les oiseaux, les mammifères et pouvoir recréer donc toute la biocénose d'origine qui est donc celle de la forêt. La biocénose, c'est donc le lien qu'il y a entre la faune, la flore et la fonge et qui permet en fait d'avoir une symbiose sur toute l'année, sur tous les cycles de saison. Ce qui fait que chaque auxiliaire, que ce soit végétal, animal ou fongique, vont permettre de réguler en permanence, de dynamiser le microcosme. Donc même si vous avez un parasite, entre guillemets, qui envahit une plante, justement, ne va jamais aller jusque détruire la plante ou déséquilibrer à un point de non-retour, comme ça peut être le cas finalement dans nos vergers ou nos potagers actuels. Parce qu'on n'a plus cette cohésion entre la faune, la flore et la fonge. On a perdu ce compagnonnage que les plantes ont mis des millions d'années à développer. Donc oui, regardez les relations phytosociologiques entre les plantes et aller les observer sur le terrain pour pouvoir s'en inspirer pour la permaculture des forêts-jardins, c'est pertinent. Donc le premier principe de la permaculture, c'est vraiment de pouvoir observer, s'inspirer de la nature et réfléchir de manière intelligente et écologique pour pouvoir ensuite proposer des designs dans des vergers cultivés. Aujourd'hui, l'une des orientations, ça va être de réintégrer ces espèces sauvages qui partagent la génétique mère avec les espèces cultivées pour leur intérêt écologique, c'est-à-dire qu'elle va redynamiser la biocénose naturelle qu'il doit y avoir entre les plantes, les animaux et le mycélium. Et aussi on peut les consommer, donc c'est intéressant. Donc ça participe à recréer de la biodiversité dans les espaces cultivés. Cette année a été vraiment très bénéfique pour les arbres fruitiers forestiers, parce qu'en fait on a oscillé en permanence entre des températures très chaudes avec un soleil direct d'été, un orage le soir, une pluie la nuit, et ça a été comme ça quasiment toutes les semaines de cet été depuis le mois de juin. Donc aussi bien les fruitiers des espèces forestières et les champignons retrouvent des conditions optimales pour se développer et pour fructifier. Donc on a une année millésime pour les champignons, ça c'est sûr, et aussi donc pour les fruits. Donc toutes ces observations nous permettent aussi d'apprendre les conditions optimales au fur et à mesure des saisons et des années qui passent, et ensuite pouvoir s'en inspirer pour les reproduire dans les forêts-jardins ou dans les vergers. Donc nos fruits sauvages ont une maturation en 2 étapes. Ils fructifient l'été, donc se colorent, se gorgent d'eau et de soleil, mais pour mûrir et développer leur sucre, puisqu'on est dans des pays tempérés, ils ont besoin en fait du déclencheur thermique que va être l'automne et des températures qui passent en dessous de 10. Et généralement c'est quand on frôle le 0, entre le 0 et le 5, où la transformation des sucres est la plus active. Et des brèves gelées matinales en fait vont rendre ces fruits au fur et à mesure de plus en plus comestibles pour notre palais, notamment le cynorrhodon, la prunelle, le poirier sauvage et d'autres espèces fruitières. Donc les petites prunelles du prunelier sont les ancêtres génétiques de nos pruniers domestiques que l'on cultive dans nos vergers. Et celles-ci, donc, elles fructifient tout l'été et elles sont très acides, très âpres. Si on les mange donc avant les gelées, elles ont besoin d'un petit coup de froid pour produire des sucres et pour transformer le fruit et produire du sucre. Donc elles sont bonnes blettes et pas directement à la fin de l'été. La majorité des fruits que l'on consomme en France et en Europe sont à consommer blettes.
c'est-à-dire à partir des premiers refroidissements à la fin de l'automne. Donc on peut commencer à manger les prunelles en octobre-novembre. Et pour les viandes lantanes, une fois qu'elles sont bien mûres et cuites, on peut les consommer dès la fin de l'été. Les viandes aubier, elles sont par contre tout à fait comestibles à la fin de l'été, un petit peu comme le sureau. Et tous les baies d'hiver comme le prunelier, le cynorhodon, les néfliers, les poiriers sauvages, se mangent blettes. C'est un petit peu comme le coin qui a gardé cet aspect sauvage. Si vous croquez dans un coin, c'est absolument fade et infect. Il faut que ce soit blette par le froid ou cuit. Cette caractéristique vient de la génétique en fait de nos espèces sauvages. Vous vous rendez compte que l'arbre du prunelier est assez petit, hein. Il ne dépasse pas 3 à 4 mètres. Et en fait, quand il fructifie, le poids des prunelles sur ses branches, donc qui poussent directement sur les branches, font pencher le prunelier. Donc généralement, le prunelier dans la haie forestière se courbe totalement jusqu'à toucher le sol. Il ne mesure plus que 1 ou 2 mètres. Donc c'est très facile à récolter et vous voyez que les prunelles sont très abondantes. Donc vous avez 70% de chances de trouver à proximité donc des érables champêtres et du prunelier, donc de l'aubépine monogénique. Donc il fait ces petits fruits en grappes rouges et qui sont comestibles. Donc il fournit une farine qui est tout à fait utilisable en cuisine pour confectionner des gâteaux, des cakes, des pâtes à tarte. Donc ça fait une petite farine sucrée. Elle est d'ailleurs largement consommée en fait dans les pays nordiques, en Suède, en Norvège et aussi au Canada. Et on trouve souvent donc aussi sur ces espaces-là donc des noisetiers. Les plantes qui s'associent fidèlement donc au prunelier, ça va être donc l'aubépine monogénique. Donc vous avez plus d'une chance sur 2 de trouver les pruneliers associés avec de l'aubépine monogénique. En moyenne, le prunelier sauvage s'associe à 64% avec l'aubépine monogénique. Donc c'est pour vous dire la proportion qu'il y a entre ces deux espèces à occuper le même biotope. En fait, ils ne se concurrencent pas du tout au niveau de leur fructification, qui se passe en même temps. Simplement, la différence, c'est que le prunier développe des prunes assez lourdes, qui fait qu'une fois qu'il est complètement rempli de prunes, il penche. Il ne mesure plus que 1 ou 2 mètres de haut. Alors que l'aubépine monogénique fait des petites drupes extrêmement légères. Et l'aubépine a un bois aussi un petit peu plus dur. Donc l'aubépine reste dressée. Donc cette baie rouge que l'on voit, c'est la baie de l'aubépine monogénique. Donc on utilise cette baie notamment dans les pays nordiques en Europe comme substitut de la farine, un petit peu comme on fait de la farine de châtaigne. Donc elle a un côté vraiment farineux quand on la mange, on peut la manger crue. Il y a une graine au milieu et selon les variétés, il peut y avoir même 2 graines. Et donc elle produit quand même beaucoup de drupes et on peut facilement l'utiliser dans la cuisine de tous les jours. Donc l'aubépine monogénique, c'est la plante compagne la plus fidèle en fait au prunelier. On les trouve quasiment toujours ensemble. Ensuite on trouve le cornouiller sanguin. Notre plante compagne qui s'associe avec le prunelier, c'est le cornouiller sanguin. Donc particulièrement dans le nord-est de la France et sur les sols argilo-calcaires. Donc le cornouiller sanguin est toxique pour les mammifères. Par contre, il est comestible pour les oiseaux. Donc on voit ici donc des spécimens de cornouiller sanguin avec les pruniers sauvages. Donc vous avez quasiment une chance sur 2 de trouver du cornouiller sanguin associé avec du prunelier. Donc j'encourage vraiment les gens à replanter du cornouiller sanguin. Autrefois, on cultivait le cornouiller sanguin pour la vannerie, puisqu'en fait ces branches, ces jeunes branches deviennent rouges à l'automne et elles sont très flexibles. Donc on peut le réutiliser pour composer de la vannerie. Et les fruits en fait contiennent une graine et des huiles, un petit peu comme
l'huile d'olive, sauf qu'elle n'est pas comestible pour nous. Mais par contre, on l'utilisait comme huile à brûler. Donc voilà, ça représente quand même des intérêts assez intéressants en permaculture et en résilience écologique, donc qui méritent vraiment qu'on les réintègre. En plus, ils sont extrêmement drageonnants, ce qui fait que quand vous les coupez, l'année d'après, ils repoussent. Donc toutes les tiges, je les utilise en fait en tuteur, puisqu'en plus ils contiennent donc des toxines qui empêchent la putréfaction du bois. Et c'est plus intéressant en France de cultiver du cornouiller sanguin, qui est une espèce pionnière, qui en plus est vraiment essentielle au biotope et à la nutrition d'énormément d'oiseaux, notamment en hiver, puisqu'en fait ces fruits restent sur l'arbuste tout l'hiver. Et les fleurs sont extrêmement mellifères aussi. C'est beaucoup plus intéressant d'utiliser donc du cornouiller sanguin pour confectionner ce dont on a besoin pour le potager, ou même pour la cuisine, ou pour la vannerie et d'autres ustensiles, que de bambou. Il y a eu une grande mode à un moment donné de planter du bambou, sauf que chez nous le bambou devient extrêmement prolifère, il envahit tout et ça devient un problème un petit peu comme la renouée du Japon. Donc voilà, moi je trouve que le cornouiller sanguin mérite d'être vraiment réintégré dans nos vergers. Il fournit d'excellentes haies et il résiste à des températures hivernales très basses, donc vous pouvez le planter au nord par exemple. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'en plus c'est une espèce un peu perpétuelle, elle est plus ou moins toujours à différents cycles sur le même arbre, donc à la fois en feuilles, en fleurs, en fruits verts, en fruits mûrs, et donc tant qu'elle a des conditions, on va dire tempérées pour se développer, elle fructifie. Donc ici en Bourgogne, il y en a partout, spontanément. Donc il faut le différencier aussi du cornouiller mâle, qu'on trouve sur des sols extrêmement calcaires qui ont généralement un pH supérieur à 7. Là ici le cornouiller sanguin en fait fait des petites fleurs avant les fruits et après les feuilles. Donc voici la fleur et voici les fruits. Alors que le cornouiller mâle fait des toutes petites fleurs jaunes à la sortie de l'hiver, donc au tout début du printemps. Il fleurit sur les rameaux avant les feuilles. Voilà, donc c'est des fleurs qui sont solitaires, alors que sur le cornouiller sanguin, ça fait des petits bouquets de fleurs, et en plus qui sentent vraiment pas bon. Alors que le cornouiller mâle, les fleurs n'ont quasiment pas d'odeur. Et une fois en fait que vous vous retrouvez en période de transition entre la fin de la floraison, entre le début de la feuillaison des deux espèces, la différenciation elle se fait aussi par rapport aux rameaux. Donc les jeunes rameaux du cornouiller sanguin sont toujours rouges, ce qui n'est pas le cas du cornouiller mâle où elles sont vert clair. Donc voilà, j'espère vous donner suffisamment d'informations pour les dissocier. Donc le cornouiller sanguin n'est pas comestible pour nous. Donc, par contre, on peut l'utiliser pour d'autres emplois. Mais le cornouiller mâle est comestible. Donc il fait des grosses drupes rouges qui sont absolument excellentes. Donc elles se consomment blettes vers le mois de septembre, octobre ou même un peu plus tard dans la saison. Et elles sont vraiment très 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 bonnes. C'est un des fruits sauvages les plus consommés, notamment dans les pays nordiques ou au Canada. Et elles sont vraiment très bonnes. L'autre arbuste à bec que l'on retrouve dans l'érablière champêtre, c'est les viornes. Donc ici on a une viorne aubier, donc qui fournit ces petites grappes de fruits rouges, donc ils sont mûrs à la fin de l'été ou au début de l'automne, et ils sont comestibles cuits. Crus, ils sont émétiques. Donc on les consomme en association en fait avec d'autres fruits dans des confitures, des compotes. Vous pouvez aussi créer des vinaigres avec, ou des sauces vinaigrettes. Elles sont un petit peu astringentes, elles sont meilleures quand les températures sont basses et où elles peuvent développer un petit peu plus de sucre. Donc elles ressemblent un petit peu à de la vigne ou au cotonnier, surtout ces feuilles. Donc la bourdaine, c'est cet arbuste là, donc qui fait des petites baies aussi.
et qui sont toxiques, voire mortels pour nous et pour les mammifères. C'est essentiellement pour les oiseaux. Donc là, elles sont au jaune, orangé, rouge et elles deviennent noires à maturité. Donc elles ne sont pas comestibles, elles sont toxiques. Les autres variétés qu'on peut trouver aussi avec l'érable, c'est la lisier terminale, le charme et les ormes. Donc la lisier terminale produit aussi des petits fruits, un petit peu comme l'aubépine, sauf qu'elles sont marron foncé. Il existe plusieurs variétés et elles sont comestibles aussi. Elles ont à peu près la même utilité culinaire que les aubépines, c'est-à-dire vous en faites des farines. Ça peut aussi être des fruits séchés que l'on peut mettre dans des céréales. Une des espèces fruitières qui ornent donc les érablières, qui sont souvent des zones ombragées à mi-ombragées, c'est le merisier, donc les griottes sauvages. Donc c'est un arbre très très grand qui peut mesurer plus de 25 mètres. Et généralement, il apprécie les situations très ombragées, en bas d'une colline, avec beaucoup d'eau. Et donc leurs fruits sont comestibles. Les renards adorent les merises. Nous, on peut les utiliser pour faire donc des confitures à la griotte, des vinaigres ou d'autres préparations. Des fruits séchés. Donc vous voyez que les prunelles sont très abondantes. Et généralement, une fois qu'elles sont penchées, elles servent aussi donc, de support aux ronces et aux mûres. Et donc bien sûr, on trouve quasiment à chaque fois aussi des ronces. Donc toutes les ronces sont comestibles. On a de la viande aubier, ici c'est de la viande lantane et du rosier dans sa canina. Donc les ronces ici, elles deviennent non plus rampantes mais grimpantes. Donc c'est souvent Rubus fructicodus, c'est-à-dire la mûre la plus connue. Et la plupart des herbacées du coup utilisent les branches du prunellier penché pour s'accrocher et grimper. Elles deviennent donc beaucoup plus grandes puisqu'elles économisent de l'énergie au lieu de l'investir en fait dans l'épaississement de leurs cellules. Leur tige est plus fine et elles développent plutôt de leur système foliaire. Donc elles ont plus de feuilles, elles grandissent plus puisqu'elles délèguent en fait une partie de leur résistance sur le prunellier qui leur sert de tuteur. On a comme ça des fougères aigles qui en moyenne font 1,60 m de hauteur. Et j'en ai déjà vu qui faisaient 2-3 mètres de hauteur parce qu'elles grimpaient en fait sur des arbres. Et lorsqu'il s'agit justement de fixateurs d'azote comme le tremble, le saule ou le robinier faux acacia le plus souvent, l'azote il est mis à profit du développement de la fronde. Donc on trouve aussi beaucoup de lianes. Donc comme la plupart des arbres fruitiers, ils apprécient la présence de fixateurs d'azote, de soleil, de bonnes conditions d'humidité. Ici, comme fixateur d'azote, à côté donc, des prunelliers et des noisetiers, on trouve des trembles. On a aussi des peupliers, des saules. Donc ici, c'est une zone un petit peu marécageuse. Et on a énormément de fixateurs d'azote. On a de l'aulne glutineux, du saule blanc, du saule marceau, du tremble, du peuplier. Et cette fruticée ici est toujours très productive. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, on aurait ici sur une dizaine d'arbustes une récolte de plusieurs kilos, peut-être même plusieurs dizaines de kilos au vu du nombre de prunes que l'on peut voir sur les branches. Et au niveau du couvre-sol, en fait, on a une graminée qui joue ce rôle généralement. Donc soit les ronces occupent le sol de manière rampante avant d'accéder à la haie fruitière et de devenir grimpante, soit on a des brachypodes. Donc les brachypodes, si vous êtes près d'une forêt, ça va être souvent du brachypode des bois. Et si vous êtes en plaine, plus proche d'une clairière ou d'une zone cultivée, vous allez trouver du brachypode des champs. Mais ça peut être aussi d'autres graminées. Les graminées, en fait, ça s'adapte vraiment aux conditions du sol, notamment de l'humidité et du pH.
Certaines graminées sont bio-indicatrices et d'autres s'adaptent donc à beaucoup de sols. Donc le brachypode, c'est une espèce pérenne et elle s'adapte à énormément de sols en France. Le biotope de référence du prunelier, ça va être l'érablière champêtre, donc généralement qui est aussi une charmet, hêtraie charmet ou chênaie charmet. Et on trouve d'autres arbres fruitiers comme le merisier et la lisier terminale. Comme ces fruticées sont aussi généralement en haie forestière, il y a donc beaucoup d'essences à noix, donc comme les glands, des fois des noyers sauvages, mais surtout du noisetier. On trouve aussi donc des charmes, de l'érable champêtre, d'autres érables, du hêtre. Donc tous ces arbres forestiers produisent aussi une graine, donc on appelle soit faine, soit samarès, soit gland, en fonction de l'espèce. Et ils sont tous comestibles. On peut notamment en faire des suckés d'année du café, donc en les torréfiant ou en les grillant, en les mélangeant donc avec des céréales. Et en tout cas, ils peuvent aussi fournir des farines pour la consommation quotidienne. Donc en fonction de leur concentration en tanin, il faut les cuire à 2 eaux, notamment les glands. Donc ils peuvent nécessiter parfois une préparation, mais ils sont comestibles. Et vous savez peut-être que les samarès des érables produisent en fait des petites graines dans les ailettes et que ces graines-là ont une très bonne composition en fait en protéines et en carbone et en huiles essentielles et en huile organique. Et on peut les utiliser comme graines germées. Donc c'est ce que faisaient les Amérindiens et notamment avec l'espèce d'érable à sucre. La germination des érables de nos climats tempérés ont généralement une germination immédiate, c'est-à-dire en été ou en automne, alors que les érables qui viennent du nord des États-Unis et du Canada végètent l'hiver, qui aide à transformer en fait les sucres, et va germer uniquement le printemps prochain. Donc généralement elles sont beaucoup plus riches et beaucoup plus nutritives.